Un enfant a été confié aux soins de quelqu'un, mais tout s'est terminé dans un silence terrifiant. Lorsque la police a commencé son enquête, les détails se sont progressivement dévoilés d'une manière que personne n'avait prévue. Il a dit « Je pense que sa vie a encore de la valeur. Elle mérite encore d'être sauvée et j'ai été surprise qu'il dise cela. Je lui pardonnerai, mais je n'oublierai jamais ce qu'elle a fait. Il est comme moi. La condamner à la prison à vie ne ramènera pas ma fille. » Mecca Ducheneau, une petite fille âgée d'un peu plus d'1 an, est devenue le centre d'une affaire qui a laissé toute une communauté s'interroger sur ce qui s'était réellement produit au cours des dernières semaines de sa vie. Personne ne s'attendait à ce que la personne impliquée soit une femme autrefois considérée comme faisant partie de la famille, ni à ce qu'un appartement en apparence paisible dissimule autant de questions préoccupantes. Des changements inhabituels dans l'état de santé de Mecca ont conduit les spécialistes à envisager plusieurs hypothèses, sans qu'aucune ne puisse expliquer pleinement la situation. Son état s'est dégradé de manière que personne ne parvenait à comprendre immédiatement. Et le moment auquel une aide médicale a été sollicitée a suscité encore davantage d'inquiétude. À l'unité de soins intensifs, entourée de moniteurs et d'équipements médicaux, la question essentielle demeurait sans réponse. Qu'est-ce qui avait conduit Mecca à cet état? Et lorsque l'affaire a été portée devant la justice, loin d'apporter des éclaircissements, elle s'est devenue encore plus déroutante, laissant derrière elle une situation qui, aujourd'hui encore, continue de hanter de nombreuses personnes, une affaire dont certains éléments restent plongés dans l'ombre. En août 2019 à Fargo, dans le Dakota du Nord, la petite Mecca Ducheneau est née. Elle avait des joues rondes, des yeux brillants et un sourire capable d'illuminer une pièce. Si elle était encore en vie aujourd'hui, Mecca aurait 6 ans. Elle irait à l'école maternelle, apprendrait ses premières lettres et rirait avec ses camarades dans la cour de récréation. Elle aurait dû connaître une enfance pleine de joie, marquée par les premiers pas vers son avenir, mais la vie de la famille a rapidement basculé. Son père, Manuel Carrillo, a été incarcéré pour des faits liés à un usage inapproprié, laissant un vide important dans un foyer qui avait autrefois été rempli d'amour. Son absence a déclenché une période d'instabilité, plaçant l'avenir de Mecca sur une trajectoire que personne n'aurait pu prévoir. Sa mère, Cheyenne Ducheneau, a ensuite dû faire face à des difficultés qui rendaient la prise en charge de sa fille de plus en plus complexe. Dans ce contexte, la garde de Mecca Ducheneau a été confiée à une tante aimante du côté paternel, Amanda Carrillo. Pour Amanda, accueillir Mecca n'a jamais été un fardeau. C'était une bénédiction. Elle est comme ma propre fille, a-t-elle déclaré un jour, dans sa maison chaleureuse de Moorhead, dans le Minnesota, où plusieurs enfants vivaient déjà. Mecca a rapidement trouvé sa place au sein de la famille, entourée de l'affection de ses cousins. Elle a développé un lien particulier avec une sœur de 3 ans qui l'adorait et considérait Mecca comme sa toute première meilleure amie. Le foyer d'Amanda offrait à Mecca l'essentiel, un véritable sentiment d'appartenance, un lieu où elle était portée, protégée et où elle pouvait grandir dans un climat de confiance. En novembre 2020, Mecca Ducheneau était devenue une fillette vive de 15 mois. Elle savait s'asseoir seule, ses petites mains applaudissaient lorsqu'elle était excitée et elle avait commencé à prononcer ses premiers mots, des instants qui remplissaient de la famille de joie. Son rire clair et joyeux ne résonnait pas seulement dans la pièce. Il se diffusait dans toute la maison d'Amanda, créant une chaleur à laquelle chacun voulait s'accrocher. Avec ses yeux curieux et son énergie inépuisable, elle apportait un bonheur innocent à ses cousins et devenait une source de fierté pour toute la famille. À 15 mois, Mecca Ducheneau avait atteint l'ensemble des premières étapes de son développement. Elle était en bonne santé, active, et sa joie semblait atteindre chaque recoin du foyer Carrillo. Elle aimait être prise dans les bras, aimait déposer de petits baisers sur la joue, un geste spontané par lequel elle exprimait son affection. Amanda se souvenait, l'émotion dans la voix, que Mecca faisait partie de ces rares enfants qui allaient toujours vers les adultes avec une confiance absolue, sans imaginer que le monde puisse receler quoi que ce soit de dangereux. Son innocence et sa confiance pure touchaient tous ceux qui la rencontraient. Dans la maison d'Amanda, la vie paraissait simple et heureuse, des matins rythmés par les rires d'enfants, des repas partagés et un sentiment de paix qui semblait devoir durer pour toujours. La petite enfance de Mecca Ducheneau semblait paisible. Elle grandissait entourée d'amour, soignée avec dévouement et accueillie par une famille qui la chérissait profondément. Personne n'aurait pu imaginer que sa confiance innocente et inconditionnelle
conduirait un jour à une perte aussi déchirante. Plus tard, en repensant à cette période, tante Amanda s'est effondrée et a confié « Chaque fois que je franchis la porte, j'ai mal parce que quelque chose manque. Ça fait mal quand j'entends les enfants rire et qu'un petit rire n'est pas là, le sien. » Il y avait aussi une autre personne importante dans la vie de la famille Carrillo, Brandy Lynn Adelek, 37 ans, originaire de Fargo. Pendant plus de 5 ans, elle avait été l'amie la plus proche d'Amanda, quelqu'un que la famille considérait comme un soutien lors des moments difficiles. À leurs yeux, Brandy incarnait la fiabilité. Elle était présente lors des fêtes, assistait aux premiers pas des enfants et intervenait pour aider chaque fois qu'Amanda en avait besoin. 5 années d'amitié ne sont pas anodines. Et ce lien avait conduit la famille à accorder à Adeleke une confiance presque totale. Amanda se sentait souvent à l'aise de lui confier les enfants lorsqu'elle devait s'absenter, convaincue qu'ils étaient entre de bonnes mains. À qui d'autre confierait-on son tout petit, sinon à une amie de longue date, qui connaît chaque routine et chaque détail de la vie quotidienne de l'enfant? Pour la famille Carrillo, Brandy Lynn Adeleke était précisément cette personne. Elle avait de l'expérience dans la garde d'enfants, avait gagné la confiance de la famille et était considérée comme l'une des leurs pendant 5 ans. Adeleke était présente lors des fêtes, connaissait chacun des enfants et avait construit l'image d'une personne fiable. Pourtant, comme dans de nombreuses affaires de true crime, certaines personnes qui commettent plus tard des actes graves dissimulent parfois leurs intentions derrière une apparence amicale. Derrière le sourire d'Adeleke, des pensées inquiétantes prenaient forme, transformant la confiance de la famille en une tragédie que personne n'a pu empêcher. Le 28 octobre 2020, la journée semblait ordinaire à l'approche d'Halloween. Brandy Lynn Adeleke s'est approchée d'Amanda avec une proposition. « Pourquoi ne pas me laisser Mecca pendant quelques jours? Je lui ferai vivre un véritable Halloween dont elle se souviendra. » Pour Amanda, rien dans cette suggestion ne paraissait inhabituel. Adeleke s'était occupée des enfants à de nombreuses reprises, et tout s'était toujours bien passé. Amanda a préparé les affaires de Mecca, ses jouets, ses pyjamas et tout ce dont la petite avait besoin pour se sentir en sécurité. À 15 mois, Mecca voyait cela comme une nouvelle visite joyeuse chez tante Brandy, où elle avait déjà été accueillie et prise en charge à maintes reprises. Amanda s'est penchée, a embrassé sa nièce sur la joue et l'a placée dans les bras d'Adeleke avec une confiance totale. Personne ne savait que le 28 octobre 2020 deviendrait une date marquée par une perte déchirante pour Mecca. Après qu'Amanda a laissé Mecca avec Adeleke, tout aurait dû se dérouler comme auparavant. Un week-end normal, suivi du retour de Mecca à la maison, mais lorsqu'Amanda est revenue, une tromperie l'attendait. Adeleke a affirmé qu'il y avait eu un cas de Covid dans l'appartement et a déclaré que Mecca devait rester sur place pour une période de quarantaine. Elle a rassuré Amanda en lui disant « Il vaut mieux qu'elle reste ici plutôt que de risquer de tomber malade ». Amanda n'a pas remis cette explication en question, car Adeleke s'occupait des enfants depuis 5 ans. Les enquêteurs ont toutefois confirmé par la suite qu'il n'y avait eu aucun cas positif et que cette histoire avait été inventée par Adeleke afin de garder Mecca avec elle. Ce n'était qu'un mensonge destiné à gagner du temps, une manière de prolonger la situation et de créer des interactions inappropriées, présentant des risques sérieux pour la sécurité de l'enfant. Imaginez la petite Mecca Ducheneau, âgée de seulement 15 mois, au début du mois de novembre, assise là, attendant avec l'espoir silencieux que tante Amanda viendrait bientôt la ramener à la maison. Mecca continuait de regarder Brandy Lynn Adeleke avec des yeux pleins de confiance, s'attendant aux jeux familiers et à l'affection douce qu'elle avait toujours connue. Elle n'avait toutefois aucun moyen de comprendre qu'elle avait été placée sous la responsabilité d'une personne dont l'état d'esprit avait évolué de manière préoccupante, quelqu'un qui ne la considérait plus simplement comme une enfant, mais à travers un regard façonné par des intentions inquiétantes. Tandis que Mecca conservait son innocence et sa confiance inconditionnelle envers les adultes, une période de profonde instabilité avait déjà commencé, ouvrant la voie à 3 semaines que la famille n'oublierait jamais. L'appartement situé au 2301 7th Street South, où vivait Brandy Lynn Adeleke, est rapidement devenu un environnement dépourvu du niveau de surveillance nécessaire pour un très jeune enfant. Au lieu de l'espace ludique qui avait été promis, il s'est transformé en un lieu où Mecca a été confrontée à des situations répétées qu'elle ne pouvait pas comprendre.
Adeleke utilisait de manière récurrente des objets du quotidien d'une façon ayant des répercussions préoccupantes sur le bien-être de l'enfant. Le corps frêle de Mecca présentait des zones de coloration inhabituelles et de légères marques superficielles sur des parties visibles. Ses petites mains, autrefois tendues pour demander des câlins, réagissaient désormais avec plus de retenue, se repliant contre sa poitrine, comme un réflexe instinctif face à un malaise persistant. Submergée, elle pleurait de détresse, appelant tante Amanda, la personne qu'elle croyait capable de venir la sortir de ce qui se passait. Mais au-delà de ces murs, personne ne l'entendait. Plus tard, certains voisins ont indiqué avoir entendu un enfant pleurer dans l'appartement. Mais ils ont pensé qu'il s'agissait de pleurs ordinaires et ont laissé passer ce moment sans y prêter davantage attention. Adeleke a fait usage, sur Mecca, d'une substance qui n'était absolument pas appropriée pour un très jeune enfant, provoquant des changements dans son état que tout adulte aurait dû prendre au sérieux. Le bébé manifestait un malaise évident. Pourtant, la personne qui en avait la charge à ce moment-là n'y a pas mis fin. Ce qui a suivi demeure difficile à comprendre. Une fillette de 15 mois, bien trop jeune pour se protéger elle-même, s'est retrouvée impliquée dans une situation façonnée par des actes ayant compromis sa sécurité. Un petit enfant, encore incapable d'identifier ce qui pouvait être dangereux, a été confronté aux décisions d'un adulte dont le jugement avait évolué de manière préoccupante. Il s'agissait d'une trahison de la confiance innocente d'un enfant, et cette réalité est restée une source durable de regret pour sa famille. Le bébé pleurait, submergé émotionnellement, sans comprendre ce qui lui arrivait, tandis que ses réactions traduisaient un niveau de malaise nécessitant une attention immédiate de la part d'un adulte. Et cela ne s'est pas arrêté là. Adeleke lui a également permis de consommer une boisson qui n'était pas adaptée à un enfant de cet âge. Son corps y a réagi de façon manifeste, et son état de santé s'est progressivement dégradé. Même si elle tentait de s'y adapter, il ne s'agissait pas simplement d'un comportement inapproprié. Cette conduite révélait une absence d'empathie et a transformé les derniers jours précédant la découverte de la situation en une période d'instabilité, créée par un adulte qui n'a pas fait les choix nécessaires pour protéger un enfant. À la mi-novembre, l'état de Mecca montrait une dégradation sévère, indiquant qu'elle avait un besoin urgent de soins médicaux. Ce n'est qu'à ce moment-là que la personne qui en avait la garde a réalisé, sous le choc, que la situation avait dépassé tout contrôle. Prise de panique, elle a tenté d'appeler l'enfant, espérant une réaction, mais il n'y eut que le silence. Après 3 semaines d'agissements continus et inappropriés, l'état de santé de Mecca s'était visiblement affaibli, et les réactions qui lui restaient s'étaient progressivement estompées. Elle avait atteint un stade où elle ne répondait plus, tandis que sa condition continuait de se détériorer. À 22h44, le 20 novembre 2020, Adeleke a finalement appelé une ambulance, mais tous les éléments indiquaient que l'enfant se trouvait dans un état critique bien avant cet instant. Lorsque les secours médicaux sont arrivés sur place, un seul regard leur a suffi pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une urgence ordinaire. Plusieurs signes, apparus sur une période prolongée, témoignaient d'un manque de prise en charge adéquate. La scène a profondément choqué les intervenants, tant il était évident que l'enfant avait traversé une période d'instabilité sans bénéficier de la protection dont elle avait besoin. Amanda s'est précipitée à l'hôpital et ce qu'elle y a vu est une image qu'elle portera toute sa vie. Une salle d'urgence remplie de spécialistes, d'équipements de surveillance et les flashs d'appareils photo utilisés pour documenter les éléments liés à l'affaire. Quand je suis entrée, j'ai eu l'impression de pénétrer sur le plateau d'un film profondément dérangeant, a raconté Amanda. La voix brisée, au centre de la pièce, se trouvait la petite Mecca, dans un état critique, maintenue en vie par des dispositifs médicaux, tandis qu'Adeleke continuait de s'accrocher à une explication désespérée. Elle est juste malade. Amanda, elle est juste malade. Mais l'équipe médicale a immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple maladie. Mecca avait subi une période prolongée d'agissements inappropriés, ayant entraîné une dégradation de son état, dissimulée derrière une succession d'explications trompeuses. Le 24 novembre 2020, à 8h08 du matin, la famille a été contrainte de prendre la décision la plus douloureuse de son existence. Les appareils médicaux ont été progressivement arrêtés. Et Mecca a finalement trouvé la paix après des jours marqués par l'instabilité. Elle n'avait que 15 mois, une vie qui n'a duré que 456 jours, dont les 23 derniers ont été remplis d'épreuves,
qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à endurer. Sa disparition a laissé un vide que rien ne pourra combler. Peu après, une enquête officielle a été ouverte, surprenant même des enquêteurs expérimentés de Fargo par la gravité de ce qu'ils ont découvert. Les rapports ont mis en évidence de nombreux signes apparus au fil du temps, révélant un schéma prolongé de comportements préjudiciables bien avant que la situation ne soit portée au grand jour, pourtant confronté à des centaines d'affaires impliquant des enfants, a refusé de lire les détails à l'audience et a admis « Habituellement, lorsque je dis que l'impact dépasse largement ce que nous voyons d'ordinaire, c'est une formule, mais pas dans ce cas. » Même la grand-mère de Mecca, Cindy Carillo, a écrit dans une lettre adressée au tribunal que la famille avait été expressément avertie de ne pas lire le contenu du dossier. Par crainte de l'effet profond que cela pourrait avoir sur eux en tant qu'êtres humains, ces déclarations, à elles seules, révélaient la gravité réelle de la situation. Le 14 janvier 2021, près de 2 mois après la perte de la fillette, Brandy Lynn Adeleke a été officiellement arrêtée et inculpée de 2 chefs majeurs. Un acte ayant entraîné des conséquences exceptionnellement graves au premier degré et un comportement ayant gravement compromis la sécurité d'un enfant. Le montant de sa caution a été fixé à $1 million. Pour la famille, il était difficile d'accepter que la personne mise en cause dans cette affaire soit restée libre aussi longtemps, alors qu'eux-mêmes organisaient des adieux et affrontaient un deuil irréparable. Ce sentiment d'injustice a rendu leur perte encore plus lourde. Ce n'est qu'après la fermeture de la porte de la prison qu'Adeleke a commencé à reconnaître ses actes. Des faits qui ont profondément alarmé la communauté et souligné la nécessité d'une responsabilité qui ne pouvait plus être ignorée. Mais la version des faits présentée par Adeleke dans la salle d'interrogatoire était presque impossible à accepter, au point que les enquêteurs avaient du mal à croire ce qu'ils entendaient. Elle a affirmé avoir laissé accidentellement Mecca dans un environnement dangereux pendant une période prolongée, insistant sur le fait qu'elle n'avait jamais eu l'intention de causer du tort, une déclaration qui a immédiatement suscité l'indignation du public. Comment une personne ayant manifesté, pendant 3 semaines, un schéma de comportement inapproprié, impliquant des actes créant des risques graves et entraînant une détérioration significative de l'état de l'enfant, pouvait-elle soutenir qu'il n'y avait aucune intention de causer un impact ? Le contraste entre le dossier d'enquête et ses explications a révélé une absence d'empathie qui a laissé même des enquêteurs chevronnés stupéfaits. Le 7 septembre 2021, soit un jour seulement avant l'ouverture prévue du procès, Adeleke a brusquement changé sa déclaration de non coupable à coupable pour les 2 chefs d'accusation graves. Par cette décision, elle s'exposait à une peine maximale de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Son avocat de la défense, Steven Mottinger, a tenté d'expliquer « Elle traversait des difficultés émotionnelles, elle n'a pas su faire face à la situation et a commis une erreur tragique. » Mais cette justification n'a fait qu'amplifier la colère de l'opinion publique. Qualifiée de « erreur », 3 semaines d'instabilité infligées à un très jeune enfant a été perçue comme une minimisation de la réalité. Les signes progressifs de dégradation, les conséquences de l'exposition de l'enfant à des éléments inadaptés à son âge et les actes répétés ayant compromis son bien-être, rien de tout cela ne pouvait être réduit à une simple erreur. Pour beaucoup, cela a été ressenti comme une atteinte à la justice et une blessure profonde pour la famille. Le 6 décembre 2021, l'audience finale de détermination de la peine a eu lieu, plongeant toute la communauté de Fargo dans un silence lourd, alors qu'elle attendait un verdict qu'elle espérait à la hauteur de la gravité des faits. Des détails si horribles. Le procureur de l'État du comté de Cass, Ryan Young, a refusé de les raconter. Dans une lettre adressée au tribunal et rédigée par la grand-mère de Micah, Cindy, elle a évoqué l'immense chagrin ressenti par la famille. Des mots qui ont bouleversé même le procureur chevronné. Dans la salle d'audience, tout le monde était en larmes, le juge, les jurés, les avocats et même les journalistes. Amanda s'est levée et a lu sa déclaration. « Je ne comprends pas comment on peut ôter la vie à un enfant innocent, ni ce qu'elle aurait pu faire de si mal pour que vous lui fassiez du mal. Je ressens de la douleur chaque fois que je veux m'occuper d'elle, parce qu'il manque quelque chose, être une grande souffrance dans la vie de mes enfants, parce qu'il manque beaucoup de rire. » Mais le moment le plus inattendu du procès est survenu lorsque le père de Mecca,
Manuel Carrillo, a pris la parole. Il est important de rappeler que, durant les semaines où sa fille subissait des atteintes prolongées ayant conduit à une issue déchirante, il était encore incarcéré et dans l'impossibilité d'être auprès d'elle durant ces derniers jours, même lors des funérailles. Manuel n'a été autorisé à assister à la cérémonie que pendant quelques heures, sous des conditions strictes de déplacement. Cet homme, qui avait traversé la plus grande perte de sa vie dans des circonstances douloureuses et éprouvantes, s'est levé, s'est avancé vers l'avant de la salle d'audience et a prononcé des paroles qui ont laissé tout le monde sans voix. Ce n'était pas seulement la voix d'un père endeuillé par la perte de son enfant, mais une déclaration qui a bouleversé l'ensemble de la salle, quelque chose que personne n'avait anticipé. Il a déjà dit « Je pense que sa vie vaut encore quelque chose. Elle mérite encore d'être sauvée et j'ai été surprise qu'ils le disent même. Elle mérite encore d'être sauvée et j'ai été surprise qu'ils le disent même. Elle mérite encore d'être sauvée et j'ai été surprise qu'ils le disent même. Ma mère aussi. Vous savez, ils voulaient tous des peines de prison à vie, mais pour Nestor, cela n'aurait pas été une peine suffisante. » Un père qui n'avait pas pu être présent pour protéger sa fille parce qu'il était en détention se tenait désormais devant le tribunal et a accompli un geste bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer. Cet homme, qui avait déjà été contraint de prendre une décision médicale déchirante concernant son unique enfant, a soudainement demandé à la cour de faire preuve de clémence envers la femme tenue pour responsable de l'instabilité ayant marqué les derniers jours de Mecca. Ces paroles ont plongé l'ensemble de la salle d'audience dans un silence difficile à décrire. Même le juge Stephen Marquardt a été visiblement ému par cet instant. Par la suite, le procureur Ryan Younggren a déclaré « Dans presque toutes les affaires similaires, les familles demandent la peine maximale prévue par la loi. C'est la première fois de ma carrière qu'un père de victime se lève pour demander la clémence à l'égard de la personne tenue pour responsable. » Il a déjà dit « Je pense que sa vie vaut encore quelque chose, qu'elle mérite encore d'être sauvée et j'ai été surprise qu'il l'ait même dit, ma mère aussi, vous savez, ils voulaient tous des peines de prison à vie. Mais pour Nestor, cela n'aurait pas été une peine suffisante pour la mort de mon père. Oui, que ce soit le cas. » Tenant compte de la demande de clémence formulée par le père, le tribunal a condamné Brandy Lynn Adeleke à 30 ans de prison, avec une possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. 30 ans pour une série d'agissements inappropriés qui se sont poursuivis pendant plus de 3 semaines, conduisant à une fillette de 15 mois qui n'a pas survécu à sa crise médicale, 30 ans pour des atteintes prolongées, pour des signes apparus au fil du temps, pour une conduite grave ayant mis en péril son bien-être, et pour l'avoir exposé à des éléments qui n'étaient pas adaptés à son âge, transformant les derniers jours de sa vie en une période d'instabilité. Cette peine signifie qu'en l'an 2046, lorsqu'Adeleke aura 63 ans, elle pourra être autorisée à demander une libération à cette date. Mecca aurait eu 27 ans, elle aurait peut-être terminé ses études, construit une carrière, fondé une famille et bâti son propre avenir. Mais rien de tout cela ne pourra jamais se produire, tandis que la personne tenue pour responsable pourrait, un jour, réintégrer la communauté. Lorsqu'elle a été autorisée à prendre la parole avant l'annonce de la sentence, Adeleke s'est levée et a déclaré « Je suis désolée auprès de la famille. Je suis désolée. Je veux dire, auprès des amis qui ont été là. Et je suis simplement désolée. » Il n'y eut aucune explication, aucun détail précis et aucun signe de l'empathie qui aurait dû être exprimé face aux actes commis. Quelques mots seulement, « Je suis désolée », ont été prononcés après 3 semaines continues de mauvais traitements graves qu'une fillette de 15 mois n'a pas pu survivre. À noter que la mère biologique de Mecca, Cheyenne Ducheneau, était absente de l'audience de détermination de la peine et n'a fait aucune déclaration publique à la presse. Son silence a laissé de nombreuses interrogations tout au long de l'affaire, qu'il s'agisse d'un chagrin trop lourd pour être mis en mots ou de raisons personnelles que le public ne connaîtrait jamais. Quelle qu'en soit la cause, l'absence de la femme qui a donné naissance à Mecca a ajouté une couche supplémentaire de vide à la douleur de la famille et a laissé le sentiment que, sur le plan émotionnel, la justice rendue à la petite fille demeurait incomplète. Chaque histoire que je partage dans cette série de documentaires True Crime a un objectif précis, informer, alerter et honorer les jeunes vies d'Ontumo qui n'ont plus de voix. L'histoire de Mecca,
une enfant de 15 mois au cœur de cette affaire, n'est pas seulement le récit bouleversant d'une perte, mais aussi un rappel puissant des failles qui existent encore dans nos systèmes de protection de l'enfance. Elle n'a vécu que 456 jours, et pourtant son histoire laisse une question avec laquelle beaucoup continuent de lutter. Une peine de 30 ans reflète-t-elle réellement la gravité d'un dossier qui a suscité une inquiétude aussi profonde au sein de la communauté? Que pensez-vous de la demande de clémence formulée par son père? J'aimerais connaître votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo, car chaque vue et chaque partage peuvent contribuer à sensibiliser, à soutenir la justice pour les victimes et à protéger d'autres enfants des risques. Meka Carrillo Ducheno a vécu ses 456 jours dans l'innocence et la joie. Si elle était encore là aujourd'hui, elle aurait 5 ans. Elle rirait, jouerait avec ses jouets préférés et courait se blottir dans les bras d'Amanda. Mais ces moments simples de l'enfance ont été brutalement interrompus, laissant un vide qui ne pourra jamais être comblé. Pour honorer sa mémoire, Amanda a créé une collecte de fonds en ligne intitulée Justice for Meka et a organisé une cérémonie privée de recueillement le 6 février 2021, au cours de laquelle la famille et les proches ont allumé des bougies et prié pour elle. Avec le temps, ils continuent de porter le poids émotionnel de cette perte. Et pour Amanda, chaque jour demeure un souvenir douloureux et fragile de la petite fille qui n'est plus là pour partager les joies simples de l'enfance. Et c'est cela qui me hante chaque jour. Je n'ai pas pu la protéger. Vous savez, je ne l'ai pas protégée. Personne n'a jamais pensé qu'elle ferait quelque chose comme ça. Tout à coup, elle surgit de nulle part et elle s'assoit là. Pas de chaise, rien du tout. C'est comme si Nico était en route vers l'hôpital. Vous savez, je ne veux pas être plus en colère que je ne le suis déjà. Comme, vous savez, je ne veux pas savoir. Mais je veux savoir quand même. Vous voyez, il y a tellement de questions. Je dis souvent que je lui demande pardon. Vous savez, je le fais. C'est la seule chose pour laquelle je ne me pardonnerai jamais. Les plus jeunes enfants de la famille demandent encore, d'une voix innocente, quand est-ce que Meka reviendra jouer avec nous? C'est une question qui laisse les adultes sans voix. Car comment expliquer à de jeunes enfants une réalité que seuls les adultes sont contraints d'accepter? À leurs yeux, Meka semble simplement absente pour un moment, tandis que les adultes savent qu'elle ne pourra jamais revenir auprès de la famille comme auparavant. Mika est la sœur de 3 ans. Octavia demande: quand Mika sera plus grande, est-ce qu'elle se réveillera et jouera avec moi? Comment expliquer cela à un enfant de 3 ans? Je ne souhaiterais cela à personne, pas même à toi, mamie. Nous racontons cette histoire au nom des petites vies qui n'ont plus la possibilité de s'exprimer elles-mêmes. Sur cette chaîne, vous trouverez de nombreux documentaires True Crime consacrés à des enfants en situation de vulnérabilité, chacun rappelant l'importance de rester attentif et de protéger les enfants qui nous entourent. Le père a déclaré « Vouloir qu'elle reçoive la peine maximale ne ramènera pas ma fille ». Une phrase qui a plongé toute la salle d'audience dans le silence. Il a affirmé qu'il tenterait de pardonner, sans jamais oublier, car le pardon n'efface pas les souvenirs. Il met en lumière le fait que la justice laisse parfois un vide dans le cœur de ceux qui restent. L'histoire de Meka Ducheno n'est pas seulement une affaire ayant suscité une vive attention au sein de la communauté, mais aussi le récit profondément bouleversant d'un enfant dont la disparition a laissé la famille et la communauté dans une immense tristesse. Un bébé de seulement 15 mois, qui aurait dû connaître une enfance insouciante, a, au contraire, traversé des moments éprouvants durant les derniers jours de sa vie. Cette affaire nous rappelle qu'il ne faut jamais ignorer le moindre signe laissant penser qu'un enfant pourrait subir un traitement inapproprié ou un manque de soins, car l'indifférence des adultes peut parfois conduire à des conséquences extrêmement difficiles à réparer. Elle met également en évidence des dysfonctionnements persistants au sein des systèmes de protection de l'enfance, où une seule décision erronée peut suffire à placer un enfant en danger. La leçon essentielle est que chacun d'entre nous porte une responsabilité, celle de contribuer à la sécurité des enfants et de protéger les vies les plus fragiles et les plus vulnérables. La justice pour Meka ne se mesure pas uniquement à la peine prononcée contre la personne tenue pour responsable, mais aussi à nos actions d'aujourd'hui. Rester vigilants, prendre la parole et ne jamais garder le silence face à des signaux préoccupants.
Chaque partage et chaque histoire portée à la lumière peuvent aider à réduire les risques graves à l'avenir, afin qu'aucun autre enfant n'ait à subir une tragédie semblable à celle de Mecca. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce parcours éprouvant. Chaque mention j'aime, chaque partage et chaque commentaire contribuent à amplifier la voix de ces jeunes victimes, à sensibiliser davantage le public à leurs histoires et à encourager une action collective pour la protection des enfants. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre dans les prochains épisodes de cette série documentaire Crimes of Omission, où chaque récit est une voix pour la justice des enfants, pour leur protection et pour un monde dans lequel chaque enfant est en sécurité, aimé et entendu.